Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on va parler d'avortement, d'intégrisme religieux et de mauvaise foi. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction qui va pousser l'algorithme à la mettre en avant afin de la faire découvrir à plus de monde. Également, n'hésitez pas vous-même à prendre les devants en la partageant avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir et de faire découvrir la chaîne par la même occasion. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo car plus vous allez interagir dessus et plus elle sera mise en avant par la plateforme. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des nouvelles vidéos, mais également à cliquer sur la cloche afin de ne surtout rien rater de l'actualité de la chaîne. Avant de commencer, petit ajout au montage, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne et l'aider à grandir, j'ai créé une page Tipeee où vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel. Bien entendu, c'est totalement facultatif et la chaîne restera gratuite pour vous, mais je m'étais dit que c'était peut-être un moyen utile pour faire progresser la chaîne de façon un peu plus rapide. Je tiens également à remercier les personnes qui ont déjà contribué à m'aider, dont je vous affiche le nom actuellement, car j'enregistre lorsque j'ai créé la page et donc je n'ai pas encore la liste complète des personnes qui vont me donner. Sur ce, commençons. Vous n'avez pas pu le rater, tellement la nouvelle a fait l'effet d'un raz-de-marée. En 2022, la Cour suprême des États-Unis, c'est-à-dire le panel de 9 juges élus à vie qui tranchent les décisions sociétales et possèdent un pouvoir supérieur à toute autre juridiction dans le pays, a annulé la jurisprudence nommée Roe vs Wade, qui, en 1973, avait autorisé et encadré l'avortement au sein des USA. Cela résulte d'une guerre ouverte des fondamentalistes religieux, de toutes religions confondues, mais principalement des chrétiens évangélistes, qui sont dominants au pays de l'oncle Sam, qui cherchent à reprendre le contrôle des institutions politiques afin de mettre un terme à leur déclin inévitable dû à la sécularisation des sociétés de par le monde. Leur but est simple, contrôler les institutions politiques et les groupes de décision. Pour les groupes de décision, ça va passer notamment par le contrôle des institutions liées à l'enseignement scolaire, afin de faire bannir des programmes tous les faits scientifiques montrant le mensonge de leurs croyances. Ça va passer principalement par des attaques envers les enseignements scientifiques, comme l'évolution en biologie ou le Big Bang en physique, qui vont être moins enseignés, voire même totalement bannis des programmes scolaires, quand ils ne vont pas être simplement enseignés en concurrence avec les croyances religieuses, à savoir la Genèse et le créationnisme, comme si ces deux explications du monde étaient équivalentes avec la même pertinence et le même niveau de respectabilité. Cette dégradation de l'enseignement permet d'avoir une population moins bien informée, voire sévèrement endoctrinée lorsque les parents et l'entourage des enfants est tout aussi impliqués dans la religion et aussi ignorant des faits et des découvertes scientifiques. La conséquence directe est une population bien moins armée mentalement pour détricoter les différentes magouilles en politique, faisant de cette tactique un magnifique moyen de s'assurer de garder le pouvoir. Bien entendu, les intégristes religieux étant obsédés par le pouvoir et totalement misogynes, il leur était logique pour eux de s'attaquer au droit à l'avortement. Car derrière la volonté de ne pas autoriser les IVG, ou le fait même de l'interdire et de rendre plus complexe le fait d'y avoir recours, il y a une volonté farouche de contrôler le corps de la femme, qui sont vus comme des êtres inférieurs, sur lesquels les maris ont tous les droits et tous les pouvoirs. Que ce soit pour des raisons religieuses ou autres, la femme n'est en effet pas vue comme un individu autonome en mesure de gérer son propre corps, mais plutôt comme un simple utérus sur pattes, dont le seul but est d'assouvir les besoins sexuels des hommes et d'enfanter à foison. Après tout, comme il est dit dans la Genèse, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ce n'est pas pour rien que les gouvernements qui ont fait en sorte d'empêcher les femmes d'avoir un accès facile à l'avortement sont soit des gouvernements avec des visées religieuses clairement affichées, ou dans des pays où la religion a une place plus importante dans la société que tout le reste, soit carrément des gouvernements d'extrême droite qui ne se revendiquent pas spécifiquement religieux, mais quand on regarde les buts et moyens de contrôle de l'extrême droite et des religions, on remarque que les deux sont globalement au même diapason. Si pendant longtemps, les politiques anti-avortement ont axé leur communication sur le fait que l'avortement était un meurtre, et que les personnes recourant à un avortement ou procédant à un IVG étaient de fait des meurtriers et des meurtrières, à l'heure actuelle, ce type de communication n'est plus véritablement possible. Ou du moins, elle est devenue plus marginale dans la communication elle-même, mais ça reste véritablement l'idée qui sous-tend cette volonté farouche d'interdire l'avortement. Néanmoins, la communication actuelle contre l'avortement s'est axée sur un paradigme totalement renversé. Au lieu d'accuser explicitement les autres de meurtre,
ce qui pourrait leur valoir des procès pour diffamation, les anti-avortements se proclament désormais pro-vie, ou pro-life en anglais, accusant toujours leurs ennemis de meurtre, mais cette fois-ci de manière totalement implicite. Le fond n'a pas changé, seule la forme s'adapte, et au lieu de traiter les autres de monstres, ils se définissent comme étant pour la vie et donc dans le bon camp, le camp du bien, celui des parangons de la vertu. La femme n'aurait pas le contrôle de son corps, et Dieu refuserait que l'avortement soit autorisé. Bon, on laissera de côté la totale hypocrisie des religieux juifs ou chrétiens qui s'opposent à l'avortement comme un acte qui irait à l'encontre de la volonté divine, puisque le livre Bamidbar de la Torah, qui correspond au livre des nombres de la Bible, au chapitre 5, du verset 5 à 31, explique clairement comment faire si un homme est jaloux et qu'il soupçonne sa femme d'être enceinte d'un autre homme. Cette dernière doit être emmenée au temple avec une offrande, et l'officiant religieux doit lui faire boire de l'eau sainte, mélangée à la poussière ramassée sur le sol du temple. Au verset 28, il est dit explicitement que si cette femme n'est pas souillée, si elle est pure, elle restera intacte et aura même une postérité. Autrement dit, il ne lui arrivera rien de plus que d'avoir été bafouée, déshonorée par son mari, et maltraitée par ce dernier et le religieux la forçant à boire cette eau poussiéreuse. Tandis que, un verset avant, il est dit que, lorsqu'il le lui aura fait boire, il arrivera que, si elle est souillée et a trahi son époux, ce breuvage de malédiction portera dans son sein l'amertume, il fera gonfler son ventre, dépérir son flanc, et cette femme deviendra un sujet d'imprécation parmi son peuple. Mais bon, les religieux ne sont pas avares lorsqu'il s'agit d'être de mauvaise foi. Alors, regardons un peu dans les faits. Est-ce que limiter l'accès à l'avortement est véritablement faire un pas pour la vie ? Est-ce que les personnes pro-avortement, ayant recours à ce dernier, sont réellement des monstres sans la moindre morale et assoiffés de sang ? Les raisons d'avoir recours à un IVG peuvent être multiples, il faut le reconnaître, mais deux catégories représentent l'immense majorité, à savoir une grossesse non désirée ou un impératif médical. Pour les impératifs médicaux, ça peut être lié au risque de la grossesse si cette dernière est extra-utérine, qu'il y a une malformation plus ou moins grave de l'enfant à naître, et plein d'autres problèmes qui sont légion. Malheureusement, certains pays interdisent l'avortement même en cas de risque pour la mère, voire même en cas de viol. La grossesse doit être menée à terme, peu importe si la femme risque d'y laisser la vie. L'important est de faire naître ce bébé, même s'il y a de grandes chances qu'il ne survive pas dans ce cas-là. D'ailleurs, les intégristes religieux prétextent régulièrement qu'une femme ne peut pas tomber enceinte lors d'un viol, ce qui est, il faut bien le reconnaître, factuellement faux. Nous allons nous concentrer uniquement sur les grossesses non désirées, car c'est le cas le plus intéressant concernant cette notion de droit à disposer de son corps qui est refusée aux femmes. L'avortement a, il faut bien le reconnaître, depuis que les civilisations sont apparues, tout le temps existé. Le fameux code d'Hammurabi, texte de loi mésopotamien du XVIIIe siècle avant notre ère, qui sera copié en grande partie et de façon éhontée par les Judéens des siècles plus tard pour être attribué comme une révélation divine faite à Moïse sous la forme des tables de la loi, interdisait déjà l'avortement. Pourtant, à peu près à la même période, le papyrus Hébert contient quant à lui des recettes de décoction permettant de mettre fin à une grossesse. Sans compter bien entendu sur les textes grecs et romains qui listent les effets de différentes plantes, dont la fameuse silphium, qui aurait des propriétés contraceptives et avortives. Du fait de sa surexploitation, cette dernière finira par totalement disparaître au 5e siècle. On le voit, l'avortement c'est clairement pas un truc nouveau. Rien qu'en prenant le code d'Hammurabi, on peut en déduire qu'il existe depuis environ 4000 ans. Quoi qu'il en soit, que l'avortement soit légal ou pas, cela n'a pas réellement l'influence que l'on pense. Selon une étude publiée en 2020 dans The Lancet, il ressort des données qu'en cas de grossesse non désirée, 70% des femmes vont mettre fin à cette dernière en pratiquant un IVG lorsque ce dernier est légal. Cependant, lorsque ce recours est illégal, on pourrait s'attendre à ce que le nombre d'avortements soit extrêmement faible, à seulement quelques pourcents. Et pourtant, il n'en est rien. Lorsque l'avortement se révèle être illégal, et toujours en cas de grossesse non désirée, 50% des femmes finiront par avoir recours, néanmoins, à un avortement. Et encore, ce nombre de 50% donne une valeur sous-estimée, car lorsque l'avortement est illégal, il est fort probable que les familles y ayant eu recours mentent lors de l'enquête universitaire, soit par honte, soit par peur que ces données puissent être utilisées pour les poursuivre et les condamner. Donc, ces 50% dont on parle, c'est véritablement une valeur plancher, pas véritablement la valeur réelle.
On sait que c'est bien en dessous, mais on se doute quand même très fortement que c'est une valeur supérieure qui doit être plus proche de la vérité. Mais bon, ne pouvant faire d'hypothèses sans données fiables, admettons néanmoins que cette valeur soit exacte, puisque même si elle est en dessous de la réalité, et donc pas véritablement bonne, elle renforce néanmoins encore plus le raisonnement qui va nous intéresser. Imaginons que l'interdiction de l'avortement réduirait bel et bien le recours à ce dernier de 20%. Comme on peut le voir, il n'y a pas brutalement 100% des avortements qui disparaissent comme par magie lorsque la loi l'interdit, puisque le taux sous-évalué de 50% tend à indiquer qu'au contraire, la majorité de ces grossesses non désirées se terminerait invariablement par une IVG. En soi, c'est un peu comme la prohibition, on peut fortement douter qu'une restriction soit la méthode si efficace vantée par les politiciens et politiciennes anti-avortement. Mais oublions un temps ces chiffres, et concentre-nous sur le cadre dans lequel ces avortements sont pratiqués. Lorsque c'est une procédure légale, l'IVG va être encadré médicalement. Il a été à une époque purement mécanique, en utilisant une aiguille longue et fine pour aller percer la poche placentaire, puis on est passé sur des méthodes plus modernes avec un curetage ou une aspiration permettant de décoller le fœtus de la paroi utérine. De plus en plus souvent, les avortements sont réalisés par voie médicamenteuse. Je vous raconterai sûrement un jour la passionnante histoire derrière l'invention du RU486. Sachez néanmoins qu'il s'agit d'une pilule à prendre qui va simuler le début des règles, provoquant de fait sur la paroi utérine le détachement avec le fœtus de l'endomètre. Dans le cas où l'avortement serait illégal, quels seraient alors les moyens accessibles? Eh bien, si l'avortement médicamenteux est de fait proscrit, les procédés mécaniques restent pour leur part très simples d'accès. Ils ne demandent pas de matériel compliqué à utiliser, ce dernier n'est pas excessivement cher de base, seulement quelques dizaines d'euros, voire une centaine tout au plus. Le souci, c'est que comme c'est une procédure interdite, ce ne sont généralement pas des médecins qui s'y collent. Ces derniers ont trop peur de finir en prison et de perdre également leur droit de pratiquer. Et les risques sont dans ce cas loin d'être négligeables. La clandestinité fait que la procédure doit être effectuée rapidement, à moindre coût, et avec un appareillage rudimentaire. Là où un curetage ou une aspiration faite dans un cadre médical va avoir recours à un appareil d'ultrason pour suivre la procédure et vérifier tout du long que celle-ci se passe bien, lorsque c'est clandestin, cela est fait totalement à l'aveugle. Il peut donc y avoir une hémorragie importante, puisque l'endomètre est un tissu fragile, mais également une perforation de l'utérus. Car, je vous le rappelle, les personnes qui font ça ne sont pas médecins et donc n'ont pas forcément la formation de base. Et bien sûr, comme il n'y a pas de contrôle sur les procédures de désinfection et de stérilisation, il est possible que cela soit fait n'importe comment, augmentant de fait les risques de septicémie qui sont loin d'être faibles, ces derniers pouvant entraîner une simple hospitalisation, ce qui est un moindre mal, mais peuvent aller jusqu'à entraîner une stérilité complète, voire la mort de la patiente. Selon des données de l'IPPF, 56% des procédures d'avortement se feraient dans des conditions dangereuses dans les pays en voie de développement, tandis qu'elles seraient seulement 6% dans les pays développés. À l'échelle mondiale, on estime aujourd'hui que sur les 25 millions d'avortements clandestins effectués chaque année, 5 millions d'entre eux se terminent par une hospitalisation, ce qui n'est pas rien, tandis que 47 000 se terminent par un décès. Ça fait quand même 20% d'hospitalisation et 0,19% de décès. Alors, bien sûr, même lorsque tout est fait dans les règles de l'art, avec un cadre médical et du personnel qualifié, on n'est pas à l'abri d'un problème, mais regardons un peu les chiffres. En comparaison, on estime entre 0,2 et 1,2 pour 100 000 avortements, le taux de décès lorsque ceux-ci sont réalisés dans un cadre légal et médicalisé, soit au pire 0,0012%. Ouais, le taux de décès est carrément 100 fois plus faible. Ça implique quand même que sur les 40 000 femmes qui meurent chaque année à cause d'un avortement clandestin qui s'est mal passé, 42 300 décès auraient pu être évités si la procédure avait été faite dans un cadre légal et aseptisé. Comment est-ce que les anti-avortements se proclament déjà? Pro-vie. Comment peut-on dire être pour la vie, mais faire en sorte que 42 000 femmes meurent chaque année alors que ces morts auraient pu être évitées? Alors je sais, les anti-avortements vont prétendre que le jeu en vaut la chandelle, puisque si l'IVG était autorisé, il y aurait eu 10 millions d'avortements de plus dans le monde, donc à leurs yeux 10 millions de bébés morts. Alors que l'avortement se fait très tôt lors de la grossesse, la date limite varie beaucoup entre les pays,
et c'est plus une décision politique qu'un choix scientifique, mais cela se fait toujours lorsque le fœtus ou l'embryon n'est pas viable de façon autonome. Mais aux yeux des bigots, dès le moment de la conception, c'est un être humain, et on n'aurait donc pas le droit de lui ôter la vie. Mais faisons néanmoins une petite expérience de pensée. Imaginez que vous ayez un frère jumeau ou une sœur jumelle homozygote. Vous partagez donc les mêmes caractéristiques génétiques que votre double, mais également le même groupe sanguin. Maintenant, pour une raison quelconque, vous décidez de poignarder votre copie dans une pièce remplie de médecins et de policiers, et vous êtes la seule et unique personne dans la pièce avec du sang compatible pour sauver votre double qui est en train de se vider de son sang. Et bien là, alors même que vous êtes en présence de témoins qui vous ont vu agir, alors même que vous êtes la seule personne à pouvoir empêcher la mort certaine de votre clone utérin, eh bien personne, ni dans le personnel médical, ni policier, ne peut vous contraindre à donner votre sang si vous ne le voulez pas, ou vous le prendre de force en vous sanglant. Et n'importe quel médecin ou policier ne peut pas être contraint à donner son sang, même s'il était compatible. Une personne qui refuserait de donner son sang ne pourrait pas être poursuivie pour meurtre, à part vous qui avez bien sûr planté le couteau. On voit donc que, alors même que devant témoins, vous avez donné la mort à une personne, vous avez toujours plus de droits sur votre propre corps et sur votre propre sang qu'une femme n'en a face à des intégristes religieux qui considèrent que son utérus n'est pas sa propriété et que l'embryon, qui ne partage que 50% de son matériel génétique et qui utilise son corps à ses dépens pour se développer et grandir, a un intérêt qui prime sur son droit à elle de décider ce qu'elle peut faire de son propre corps. C'est totalement fou quand on y pense qu'une femme enceinte puisse, pour certaines personnes, avoir moins de droits sur son corps qu'une personne qui est ouvertement en train d'en tuer une autre. C'est lui! Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Donc ouais, on voit déjà qu'au niveau individuel, le fait de vouloir interdire l'accès à l'IVG n'est en soi pas une bonne chose. Mais est-ce qu'au moins les politiques natalistes, des zélés-zélotes qui s'opposent corps et âme à l'émancipation des femmes, auraient un effet bénéfique sur la société? Après tout, une politique peut être mauvaise à l'échelle individuelle, mais bénéfique à l'échelle collective. Eh ben non, même pas. Il n'est même pas possible d'invoquer cet argument en faveur de l'interdiction de l'IVG. Pour justifier cela, nous pouvons nous référer à l'étude Turnaway, qui a réuni de 2008 à 2010 aux États-Unis un panel de 1000 femmes qui ont fait des demandes d'IVG et qui ont questionné en tout plus de 8000 personnes. Certaines de ces femmes qui ont fait leur demande assez tôt ont pu avoir accès à la procédure demandée et de mettre fin à leur grossesse, tandis que d'autres, dépassant les délais légaux, se sont vues refuser l'avortement demandé et ont donc dû mener la grossesse à terme. Ensuite, après l'accouchement, ou l'avortement, ces femmes ont continué à être suivies par les responsables de l'étude pendant plus de 6 ans, afin de voir ce qu'elles devenaient, l'évolution de leur famille ainsi que l'impact de l'IVG ou de la naissance sur cette dernière. Et leurs conclusions sont, on va le voir, sans appel. Pour commencer, 95% des femmes ayant eu droit à l'IVG disent que cela a été la bonne décision à prendre pour elles. Encore mieux, elles expliquent avoir pu planifier plus tard une grossesse qui était réellement désirée quand les conditions étaient réunies et parfaites pour avoir un bébé. En revanche, pour ce qui est des femmes ayant passé le délai pour pouvoir procéder à un avortement et qui ont dû de fait mener cette grossesse à terme, le tableau est bien plus pessimiste. Ces dernières sont bien plus sujettes que la population générale à des complications liées à l'accouchement, comme des éclampsies, voire carrément la mort. Si aucune raison définitive n'est donnée à ce résultat, une hypothèse est néanmoins avancée, qui est que ce refus d'avoir accès à un IVG a un impact négatif sur leur psyché et donc sur leur état physique. Mais cette hypothèse ne vient pas de nulle part, puisque des données collectées pendant l'étude, suite à des questions qui leur ont été posées, ont montré que ces dernières souffriraient plus d'anxiété ou d'une mauvaise image d'elles-mêmes après ce refus, à des taux 4 à 5 fois supérieurs au reste de la population. Sans oublier bien sûr que cet excès de stress et leur état mental dégradé semblent avoir une influence négative plus qu'importante sur leur corps, puisqu'elles sont beaucoup plus sujettes que le reste de la population à une hypertension gestationnelle, mais aussi à une mauvaise condition physique dans les années suivant la grossesse, avec des douleurs chroniques, tout ça ayant une influence néfaste sur leur vie personnelle dans les années suivant la naissance, comme des retards dans l'avancement professionnel par exemple,
le tout ayant de sérieuses conséquences sur les enfants déjà présents au moment de la grossesse, ainsi que pour l'enfant de la grossesse en cours, qui va donc avoir un impact négatif sur le revenu de la famille, la faisant souvent passer dans une catégorie socio-professionnelle inférieure, avec des revenus plus faibles et une situation bien plus fragile et instable. Sans oublier bien sûr celles qui sont bloquées dans des relations avec des partenaires violents et pour qui un enfant va soit les bloquer encore plus profondément dans cette situation, soit attiser encore plus qu'avant les violences de leur partenaire. Avec bien sûr les complications inhérentes à de telles violences sur la grossesse, sur le développement de l'enfant, bref, vous comprenez le topo. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les anti-avortements, qui dans un revirement sémantique se surnomment eux-mêmes les pro-vie, ont tout au contraire des envies de loi qui ont pour réelle conséquence d'augmenter la mortalité de ce qui est uniquement à leurs yeux des utérus gravides avec des pattes. Comme on peut le voir, les intégristes religieux, ainsi que les politiciens et politiciennes qui veulent mettre en place ou qui ont mis en place ces lois sexistes, n'ont que faire, dans le fond, du bien-être de ces femmes et de ces enfants. Pire, ces personnes se disent pro-vie, mais rien n'est moins vrai, car lorsqu'il leur est enfin possible d'accéder au pouvoir et de mettre en place des politiques natalistes, on serait en droit de penser qu'il y aurait au moins pour compenser des lois venant en aide à ces femmes ou aux familles, voire même aux enfants eux-mêmes, avec des aides financières, ou alors des aides pour l'adoption, quand ces enfants ne sont vraiment pas désirés. Mais non, bien entendu, leur indignité est sans limite. Ils sont d'une hypocrisie folle, car tant que l'enfant à naître est dans le ventre de sa mère, ils se préoccupent soi-disant de ce qui peut lui arriver, mais une fois né, ça n'est plus leur problème, ils pourraient crever la bouche ouverte étouffés dans son vomi à leurs pieds, que ça ne serait même pas en mesure de les émouvoir. Au Texas, État ultra-conservateur s'il en est, le gouvernement, voulant s'attirer la bonne grâce des bigots extrêmes, a bien entendu fait passer une loi pour criminaliser l'avortement, mais cette dernière permet également à une personne civile, quelle qu'elle soit, de porter plainte contre n'importe qui ayant aidé à la procédure d'IVG, que ce soit les personnes conduisant le taxi ou le bus amenant la femme jusqu'à la clinique où aura lieu l'avortement, que cette personne soit au courant ou pas que cette femme est enceinte, et qu'elle sache ou pas qu'elle veuille recourir à un avortement dans ce lieu précis. Mais également, le gouvernement a été très rapide pour faire passer des lois diminuant les aides financières pour les familles les plus démunies, ainsi que d'abolir une loi permettant aux familles les plus nécessiteuses d'avoir accès à une cantine scolaire payée par l'État. Si ces familles n'ont pas l'argent nécessaire, alors c'est pas grave, les enfants n'ont qu'à crever de faim en passant une journée à l'école sans manger, ça n'est pas du tout leur problème. Quelle indignité. C'est fou à quel point d'inhumanité ces débiles arrogants sont prêts à aller. Et quand je vous dis qu'ils sont hypocrites, vous n'imaginez même pas à quel point. Les journaux sont remplis d'enquêtes et d'articles montrant que nombre de politiciens ou de politiciennes prenant ouvertement position contre l'avortement ont déjà pourtant profité de cette solution par le passé. Soit lorsque la femme est enceinte et que c'est pas un bon moment, ou alors que l'enfant n'est pas désiré, soit alors carrément pour les politiciens quand c'est leur maîtresse qui est enceinte, afin que la relation extra-conjugale ne s'ébruite pas, et que leur famille officielle ne se retrouve pas dans la merde, ou que leur femme ne demande le divorce avec une grande partie de leur richesse, soit même parfois pour leurs filles adolescentes qui, faute d'éducation sexuelle digne de ce nom, qui se limite très souvent à la pureté jusqu'au mariage, de connaissances sur la reproduction qui n'a pas été apprise à l'école étant donné les restrictions que subissent ces dernières, mais également d'accès à la contraception puisque des lois interdisent aux enseignes de vendre des préservatifs aux mineurs, se retrouvent sans l'avoir voulu et sans même avoir eu réellement connaissance des risques encourus à se retrouver un matin avec des crampes au ventre, un retard de règles et un petit bâton magique pour le pipi qui leur dit que « Oh, ça y est, vous avez un petit xénomorphe dans le bide ». Et là, les parents, en panique, qui sont pourtant des figures publiques passant leur temps à dire haut et fort que l'avortement est un meurtre, que les femmes qui ont recours doivent croupir en prison pour le reste de leur jour, voire même être lapidées sur place, n'ont pas vraiment d'hésitation dans ce cas-là à emmener leur petite protégée en toute discrétion dans un autre état où personne ne les connaît et où l'avortement est légal, afin de se débarrasser de ce petit organisme parasite qui serait bien encombrant pour leur progéniture, leur maîtresse ou leur carrière politique,
malgré le fait de sans cesse clamer de défendre la parole divine et que leurs filles prétendent rester parfaitement pures jusqu'au mariage, jusqu'à épouser l'homme qui restera son mari jusqu'à la fin de ses jours. Mais évidemment, en politique, tout est toujours une question d'image auprès du public. Certains veulent aller encore plus loin, comme l'horrible Ron DeSantis, qui espère battre l'immonde Trump et rassembler toute la droite intégriste et raciste derrière lui aux prochaines élections américaines, qui voudrait nationaliser la possibilité de traquer les données numériques des femmes, comme via les applis de suivi de cycle ou les réseaux sociaux, afin de détecter au plus tôt les grossesses et de pouvoir suivre ces dernières en cas de grossesse qui pourrait être donc suspecte. Ça vous paraît surréaliste? C'est pourtant ce qui est arrivé en août 2022, où l'État du Nebraska a pu récupérer les données personnelles d'une adolescente de 17 ans et de sa mère via une injonction au tribunal faite à l'entreprise Facebook, afin de récupérer les données échangées via l'application Messenger, propriété donc de Facebook, et ces dernières, dans leurs échanges, parlaient de se procurer des pilules abortives qui pourraient être envoyées par courrier pour ne laisser aucune trace, mais malheureusement pour elles, les lois de l'État permettaient aux institutions de faire des recherches dans les serveurs de la firme en cas de suspicion, ce qui a été fait, les condamnant de fait à de la prison pour pratique illégale de la médecine, avortement sans licence médicale et enterrement illégal pour le fœtus qui a été mis dans le jardin. Mais en dehors des cas d'avortement volontaire, il est fort probable que ces arrêts brutaux ne soient que le résultat d'une fausse couche, ce qui arrive assez souvent au premier trimestre de grossesse, puisqu'environ un tiers des grossesses qui ont été détectées ne dépassent jamais le stade du premier trimestre. Ne pensez-vous pas qu'il serait horriblement violent et traumatisant pour une femme venant de subir une fausse couche d'être poursuivie comme une criminelle pour un avortement qui n'en était pas un? C'est pourtant ce que veut tenter de mettre en place l'extrême droite américaine. Pire, DeSantis souhaite pousser plus loin l'infantilisation de ces dernières, qu'il ne considère que comme des génitrices sur pattes, en mettant en place une politique permettant de suivre et d'espionner les femmes enceintes quittant l'État à destination d'un autre État où l'avortement est légal. Donc, clairement, les personnes qui se proclament être pro-vie ne veulent en réalité pas défendre la vie, sans quoi elles feraient en sorte que les femmes puissent avoir accès à des IVG dans de bonnes conditions, afin de réduire drastiquement les taux de mortalité, et elles feraient également en sorte que dès l'enfance et tout au long de l'adolescence, il y ait des cours d'éducation sexuelle, afin que les ados sachent exactement quels sont les risques encourus lors d'un rapport et comment éviter une grossesse non désirée, car lorsque la contraception est accessible avec facilité et que l'on sait comment l'utiliser, on réduit logiquement le nombre de grossesses. Mais non, pour ces bigots, l'éducation sexuelle se limite à pas de sexe avant le mariage. En réalité, tout ce que défendent ces personnes, ce n'est ni plus ni moins qu'une vision archaïque de la femme, qui est réduite à un simple utérus sur pattes, dont le but, en dehors du fait de pondre des moutards à la chaîne, est de s'occuper de la maison, de faire la popote, et d'être obéissante et soumise envers son mari. Et ne vous avisez surtout pas à me dire que ce n'est pas vrai, que les femmes ne sont pas considérées comme des mineures idiotes et soumises au mal de leur entourage, et qu'elles sont vues comme les égales des hommes. Car les religions abrahamiques sont clairement et ouvertement sexistes et misogynes. Dans le judaïsme, la prière du matin contient une légère différence au niveau d'une phrase entre ce que récitent les hommes et les femmes. Au moment de remercier Dieu, les femmes disent « Béni sois-tu, Éternel, de m'avoir faite selon ta volonté ». Alors que de l'autre côté, les hommes disent « Béni sois-tu, Éternel, de ne pas m'avoir fait femme ». Ouais, carrément. Être une femme, c'est un échec critique dans le judaïsme. Mais c'est pas mieux ailleurs, hein. Dans les épîtres aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3, il est dit que le chef de la femme, c'est l'homme. Tandis que dans le Coran, la sourate 4, verset 38, le texte se contente d'un simple « Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises ». Comme quoi, tout est dit. À leurs yeux, les femmes n'ont aucun droit, elles n'ont pas le droit sur leur propre corps, et le petit parasite qui pousse dans leur ventre a plus de droits sur leur propre corps qu'elles-mêmes, et s'il faut qu'elles meurent pour pouvoir donner naissance à ce xénomorphe, eh bien les religieux sont prêts à prendre ce risque. Ils s'en foutent. Le but c'est que l'enfant naisse, et de toute façon, une fois qu'il sera né, on s'en foutra, on le laissera se démerder tout seul. Donc clairement, l'avortement, l'accès à l'avortement, le droit à l'avortement, c'est quelque chose de primordial. N'importe qui peut un jour avoir besoin d'avoir recours à un avortement, soit pour une grossesse qui est non désirée, soit à cause de risques, de malformations ou autres. Et ne pensez pas que si vous êtes un homme, vous n'êtes pas concerné par cette lutte,
car il se peut qu'un jour, vous vous retrouviez dans une position où avoir recours à un avortement sera nécessaire pour vous permettre d'avoir une compagne encore en vie, éviter une grossesse douloureuse pour un enfant qui est voué à mourir à cause d'une malformation génétique, ou alors une situation plus stable, évitant que cet enfant soit la raison qui finisse par vous mettre à la rue. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant le sujet de la criminalisation de l'avortement aux États-Unis l'année passée. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.